1990, une adolescente d'une petite ville côtière de l'Oregon disparut sans laisser de traces, plongeant ses parents dans un abîme de questions sans réponse pendant plus de 2 décennies. 22 ans plus tard, son père, en feuilletant un vieil annuaire scolaire, découvrit quelque chose qui bouleversa son monde. Le brouillard matinal, venu du Pacifique, enveloppait la petite ville de Mornington, Oregon, dans un voile gris familier. Frank Sanders se tenait à la fenêtre de la chambre intacte de sa fille, observant le brouillard tourbillonner autour du phare lointain. La beauté brute de la ville, ses forêts denses et ses falaises escarpées surplombant l'océan, avaient autrefois été son refuge, jusqu'à ce que sa fille, Alicia, disparaisse sans un murmure il y a 22 ans. Frank se détourna de la fenêtre, son regard balayant la pièce figée dans le temps. Tout était resté tel qu'Alicia l'avait laissé ce printemps 1990, quelques semaines après son diplôme de lycée. Des affiches de stars de la pop et de vagues océaniques ornaient les murs, son bureau accueillait des manuels et des cahiers soigneusement empilis, et son armoire débordait de vêtements intouchés depuis des décennies. « Il est temps », murmura-t-il, se remémorant la lourde conversation avec sa femme, Ellen, la veille au soir. Ils avaient décidé, après toutes ces années, d'affronter l'insupportable vérité. Alicia était partie. Aujourd'hui, il trierait ses affaires, donnerait ce qui pourrait aider d'autres, et rangerait le reste au grenier. En ouvrant la fenêtre, Frank laissa entrer une bouffée d'air salé, soulevant la poussière qui le fit tousser. S'approcha de l'armoire, sortant les vêtements d'Alicia un à un. Chaque pièce ravivait un souvenir, son cardigan bleu adoré, la robe fluide de son bal de promo, le jean rapiécé qu'elle l'avait personnalisé elle-même. Il les tria dans des cartons, dons, rangements, souvenirs, les mains fermes, mais le cœur lourd. Lorsqu'il arriva aux fournitures scolaires, il s'arrêta. Ces objets étaient les vestiges de ses rêves, de son avenir qui ne s'était jamais réalisé. Elle avait été acceptée à l'université de l'Oregon, prête à étudier la biologie marine, sa passion pour l'océan sans limite. Parmi les manuels et les classeurs, Frank trouva quelque chose d'inattendu, l'annuaire scolaire d'Alicia. Il ne l'avait jamais regardé auparavant. Dans les jours douloureux qui suivirent sa disparition, ni lui ni Ellen ne pouvaient supporter de voir son visage figé sur ces pages glacées, souriant aux côtés de ses camarades de classe. Il s'assit sur le bord du lit, l'annuaire pesant dans ses mains comme un fragment inexploré de la vie de sa fille. En tournant les pages, il tomba sur le portrait de fin d'année d'Alicia. Son sourire, si lumineux et plein d'espoir, lui transperça le cœur. « 22 ans, chuchota-t-il, caressant son visage du bout des doigts. Je dois apprendre à te garder dans mon cœur sans cette douleur, ma chérie. » Son regard glissa vers la photo à côté, celle de la meilleure amie d'Alicia, Amy. Ce visage raviva des souvenirs de soirées pyjama, de dîners à leur table, des rires et des secrets partagés entre les filles. Frank réalisa qu'il n'avait plus entendu parler d'Amy depuis des années. Après la disparition d'Alicia, Amy était venue régulièrement pendant quelques mois, mais ses visites avaient fini par cesser. Poussé par la curiosité, Frank feuilleta l'annuaire jusqu'à la section des profils individuels, où chaque élève de terminale avait une page avec une courte biographie et des citations personnelles. Il trouva celle d'Alicia et lut ces mots écrits alors que l'avenir semblait à sa portée. « Merci à papa et maman de toujours croire en moi, à mes professeurs qui m'ont poussé à faire mieux, et à ma meilleure amie Amy, n'oublie pas de me rendre mon livre. Le jardin secret, édition illustrée, vieille mamie, je t'aime pour toujours. » Frank esquissa un sourire, un mélange de douceur et d'amertume. La plaisanterie légère envers Amy était si typique de leur amitié. Il tourna la page pour lire le profil d'Amy, découvrant ses rêves et ambitions. Sa biographie parlait de détermination, de suivre ses aspirations et de défendre ses convictions. L'esprit de Frank revint au livre mentionné, Le jardin secret, le préféré d'Alicia depuis l'enfance. Elle collectionnait différentes éditions. Amy l'avait-elle jamais rendu? Il ne se souvenait pas de l'avoir vue parmi les affaires d'Alicia. Poussé par une impulsion, Frank commença à fouiller les cartons de livres d'Alicia. La poussière de la pièce lui irritait les yeux et le nez, alors il décida de transporter les cartons dans le salon, pour respirer plus facilement. Dans le salon, il vida méthodiquement les cartons,
disposant livres et magazines, sur la table basse et Il y avait des romans fantastiques, des manuels de sciences, des revues sur la nature, mais aucune édition illustrée du Jardin secret. Frank se demanda si Amy l'avait encore après toutes ces années. Par curiosité, il consulta l'arrière de l'annuaire, où les élèves avaient griffonné leurs coordonnées. Amy avait noté son numéro de téléphone, avec un mot « Appelle-moi n'importe quand, meilleur ami pour toujours ». Frank saisit son téléphone et composa le numéro, sans grand espoir qu'il soit encore actif après 22 ans. Comme prévu, un message automatisé lui indiqua que le numéro n'était plus en service. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit, et Elaine entra portant des sacs du marché fermier. Elle s'arrêta net, découvrant le salon jonché de livres et de magazines. « Frank, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était tranchante, mêlée de surprise et d'une douleur plus profonde. « Je triais les affaires d'Alicia, comme prévu, » expliqua Frank se levant. Le visage d'Hélène se durcit. On avait convenu de trier et de ranger, pas d'éparpiller tout ça dans la maison. Je pensais qu'on avançait, pas qu'on ressassait le passé. Je ne ressasse pas, Hélène. J'ai trouvé son annuaire et je cherchais quelque chose. Frank lui montra l'annuaire, désignant la note d'Alicia à propos du livre prêté à Amy. Elle mentionne un livre qu'Amy a emprunté. Je me demandais s'il était... Hélène soupira, posant ses sacs sur le comptoir de la cuisine, ses gestes raides de colère. Un livre, Frank? Ça n'a plus d'importance. Les livres d'Alicia prennent la poussière. On ne devrait pas déranger Amy avec ça. Elle a probablement oublié. Sais-tu où est Amy maintenant? Demanda Frank, changeant légèrement de sujet. Oui, je la croise parfois en ville. Elle vit dans un camping-car maintenant, répondit Hélène, déballant ses courses. Je pensais peut-être lui rendre visite, dit Frank avec hésitation. Pas seulement pour le livre, bien sûr. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vue. Elle était comme de la famille. Hélène s'arrêta et le fixa. Frank, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je n'ai rien contre Amy, mais je ne suis pas prête à la voir. Hier, on a décidé de ranger et d'abandonner l'espoir. Aller voir Amy aujourd'hui, c'est l'opposé de ça. Elle désigna le désordre dans le salon. Je vais rester ici et nettoyer et préparer les affaires pour le grenier. Comme prévu, si tu veux y aller, c'est ton choix. Frank hocha la tête, comprenant sa réticence. C'était une idée spontanée. J'irai seul. Hélène lui donna des indications pour trouver le camping-car d'Amy, mais le mit en garde. Ne la brusque pas trop, Frank. La disparition d'Alicia a dû la toucher durement. Elles étaient comme des sœurs. Frank rassembla l'annuaire, son téléphone, son portefeuille et ses clés de voiture. En quittant la maison, il jeta un dernier regard à Hélène, qui empilait déjà soigneusement les livres d'Alicia. Une pointe de culpabilité l'envahit de la laisser avec le rangement, mais quelque chose le poussait vers Amy, vers des réponses à des questions qu'il n'avait pas encore formulées. La porte se referma derrière lui alors qu'il s'aventurait dans le matin brumeux de Mornington, l'annuaire serré contre sa poitrine. Frank conduisit à travers les routes sinueuses de la côte, suivant les indications d'Hélène, jusqu'au parc de camping-car où vivait Amy David. Le trajet dura une vingtaine de minutes, l'éloignant du centre-ville vers une zone modeste, où plusieurs camping-cars étaient stationnés, le long d'une bande surplombant une zone boisée. Il gara sa voiture et scruta les lieux, cherchant à identifier celui d'Amy. Une douzaine de camping-cars de taille et d'état variés étaient alignés, certains semblant permanents avec des petits jardins et des meubles d'extérieur. Frank s'approcha d'un homme qui lavait les vitres de son camping-car. « Excusez-moi, je cherche Amy David. Savez-vous où est son camping-car » L'homme désigna un camping-car bleu et blanc à l'extrémité du terrain. « C'est celui d'Amy. Gentille femme, elle reste plutôt discrète. » Frank le remercia et s'avança vers le camping-car indiqué. Il était modeste mais bien entretenu, avec une petite plante en pot près de la porte. Il prit une profonde inspiration et frappa. Après un moment, la porte s'ouvrit. Une femme d'une quarantaine d'années apparut, ses cheveux blonds striés de mèches grises, son visage marqué par les premières rides de l'âge mûr. Elle le regarda avec une confusion polie, sans le reconnaître. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Frank réalisa qu'il ne se reconnaîtrait pas.
La dernière fois qu'ils s'étaient vus, Amy était adolescente, et lui avait 22 ans de moins. Amy, c'est Frank Sanders, le père d'Alicia. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent d'un mélange d'émotions. Reconnaissance, tristesse, chaleur. Monsieur Sanders, mon Dieu. Entrez, je vous en prie. Elle s'écarta, ouvrant grand la porte. Frank monta les 2 petites marches, pour entrer dans l'espace compact mais chaleureux. Le camping-car était soigné, décoré de touches personnelles. Photos, petites plantes, coussins colorés. Asseyez-vous. Voulez-vous du café? Amy désigna une petite table. Un café, ce serait bien. Merci, répondit Frank, s'installant sur la banquette. Pendant qu'Amy préparait le café, Frank remarqua ses gestes mesurés, comme si elle se donnait le temps de digérer cette visite inattendue. « Qu'est-ce qui vous amène après toutes ces années ?» demanda-t-elle, posant une tasse fumante devant lui avant de s'asseoir en face. Frank sortit l'annuaire qu'il avait apporté. « J'ai trouvé ça aujourd'hui en rangeant la chambre d'Alicia. Je ne l'avais jamais vraiment regardé avant. » Les yeux d'Amy se posèrent sur le livre. « Je m'en souviens, » dit-elle doucement, effleurant la couverture. Frank l'ouvrit à la page du profil d'Alicia, et désigna la note sur le livre. « J'étais curieux à propos de ce livre qu'elle mentionne. L'as-tu rendu ?» L'expression d'Amy s'adoucit en un sourire triste. « Non, je ne l'ai jamais rendu. J'étais tellement tête en l'air à l'époque, et Alicia le savait. Elle me taquinait toujours à ce sujet. Elle se leva et fouilla dans un placard sous son lit, en sortant une édition usée du Jardin secret, version illustrée. J'oubliais sans cesse de le rendre, et après sa disparition, je n'ai pas pu m'en séparer. C'est la dernière chose que j'ai d'elle. » Amy tenait le livre avec précaution, comme s'il était fragile. « Ça vous dérangerait beaucoup si je le gardais? Il est devenu très précieux pour moi. » Frank hocha la tête, comprenant parfaitement. « Bien sûr, tu peux le garder. » Il prit le livre qu'Amy lui tendit, l'ouvrant délicatement. Les pages étaient jaunies par le temps, mais les illustrations restaient éclatantes. En feuilletant, il s'arrêta sur une page utilisée comme marque-page. Une page arrachée d'un magazine de mode. Pour jeunes. Frank la déplia, révélant un shooting photo avec des mannequins adolescents. Un jeune garçon en vêtements élégants attira son attention, son visage étrangement familier. « Qui est-ce » demanda-t-il, pointant le mannequin. Amy se pencha pour regarder. « C'est Jason Murray. Il était dans notre... » Frank retourna à l'annuaire et trouva la photo de Jason près de celle d'Alicia. « Je me souviens maintenant. Il était plutôt talentueux pour être mannequin à cet âge. Il modèle encore parfois, d'après ce que j'entends, dit Amy. Il a sa propre ligne de mode maintenant. » Frank leva les yeux. « Hélène m'a dit un jour que tu sortais avec Jason à l'époque. Je n'y avais pas prêté attention. » L'expression d'Amy changea immédiatement. « Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais fréquenté Jason. En fait, je ne l'aimais même pas. Il était proche d'Alicia pendant un temps. » Cette révélation surprit Frank. « Alicia, elle et Hélène ne m'en ont jamais parlé. C'était pendant notre année de première, environ un an avant le diplôme. » Expliqua Amy. Jason semblait avoir un faible pour Alicia pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré. Une fois qu'on a compris quel genre de personne il était, on s'en est toutes les deux éloignées. Alicia n'en a plus jamais parlé. Amy fit une pause, comme si un souvenir lui revenait. En y repensant, je les ai vus discuter quelquefois en terminale. Ils semblaient proches, ce qui était étrange, car on avait convenu qu'il était à éviter. Alicia m'a même posé des questions bizarres sur lui. « Quel genre de questions ?» demanda Frank, intrigué. « Elle m'a demandé si je pensais que quelqu'un comme Jason avait juste besoin d'aide pour changer, s'il n'était pas aussi mauvais qu'on le pensait. Elle m'a même demandé une fois de passer en voiture devant chez lui, parce qu'elle voulait voir où il vivait. Je trouvais ça bizarre, mais Alicia avait un cœur si tendre. Elle voulait voir le bon en chacun. » Frank fronça les sourcils. « La police était-elle au courant quand ils ont enquêté sur sa disparition ?» Amy hocha la tête. « Oui, je leur ai dit.
Ils ont interrogé tout le monde dans notre classe, y compris Jason. Mais à ce moment-là, Alicia sortait avec Brandon Knox. C'était lui leur principal suspect au début. Frank a qui ça? Je me souviens de Brandon. Il venait à la maison pour la chercher. On le suspectait aussi, mais il avait un alibi solide pour le moment de sa disparition. Il jeta un dernier regard à la photo de Jason dans le magazine. Pourquoi Alicia avait-elle utilisé cette page comme marque-page, et le fait qu'elle ait été proche de lui sans que ni Frank ni Hélène ne le sachât semblait important. Il en parla à Amy, qui répondit. C'était tiré de son magazine préféré. Je détestais tellement Jason qu'Alicia a arraché la page avec son visage. Elle l'a pliée et dit qu'elle ne servait à rien d'autre qu'à faire un marque-page. Frank réfléchit un instant, puis demanda « Sais-tu où est Jason maintenant ?» Amy prit son téléphone et fit défiler des messages. En fait, notre groupe d'anciens élèves a organisé une réunion le week-end dernier chez Jason. Je n'y suis pas allé, mais ils ont partagé son adresse dans le groupe. Elle montra le message à Frank. « Ça vous dérangerait de m'envoyer cette adresse ?» demanda-t-il, sortant son téléphone. Ils échangèrent leurs numéros, et Amy lui transféra l'information. « Pensez-vous que Jason pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre ?» demanda Amy avec hésitation. « Je ne sais pas, » admit Frank, « mais j'aimerais que la police soit informée de sa relation avec Alicia, aussi brève soit-elle. Le fait que ni Hélène, ni moi n'en savions rien me rend curieux. » Frank se leva, remerciant Amy pour son temps et les informations. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amy lui toucha le bras. « Saluez Hélène de ma part s'il vous plaît, et merci de me laisser garder le livre. Il compte énormément pour moi. » Frank hocha la tête, l'annuaire sous le bras, et sortit dans la lumière de l'après-midi, l'esprit rempli de nouvelles questions sur la vie et la disparition de sa fille. Dans sa voiture, l'annuaire posé sur le siège passager, Frank ressassait les révélations d'Amy. Le fait qu'Alicia ait été proche de Jason Murray, même brièvement, le troublait. Pas à cause de Jason lui-même, mais parce que ni lui ni Hélène n'en avaient su quoi que ce soit. Il sortit son téléphone et composa le numéro de l'inspecteur Ron Keller, qui avait suivi l'affaire d'Alicia toutes ces années. Il savait que l'inspecteur était à la retraite, mais vivait toujours en ville. L'appel tomba sur la messagerie, ce qui n'était pas surprenant pour un dimanche après-midi. Frank fixa son téléphone, puis l'adresse qu'Amy lui avait envoyée. Il devrait rentrer auprès d'Hélène. Il le savait. Il lui avait promis qu'il fermerait ce chapitre aujourd'hui. Mais quelque chose dans les paroles d'Amy et ce marque-page le rongeait. La curiosité d'Alicia à propos de la maison de Jason. Ses questions sur sa capacité à changer. Juste un petit tour, marmonna-t-il, démarrant la voiture, juste pour voir où. 20 minutes plus tard, Frank se retrouva dans un quartier huppé de Mornington. De grandes maisons aux pelouses impeccables bordaient les rues tranquilles, contrastant avec la maison modeste où lui et Hélène avaient élevé Alice. Il localisa l'adresse de Jason, une imposante maison à 2 étages, avec une allée circulaire et un aménagement paysager professionnel. La propriété était nettement plus grande que les autres, témoignant du succès de Jason. Depuis le lycée, Frank gara sa voiture de l'autre côté de la rue, à distance, observant la maison. La grille d'entrée était ouverte. Alors qu'il regardait, un homme sortir de la porte d'entrée, accompagné d'une jeune femme. Même de loin, Frank reconnut une version plus âgée du garçon de l'annuaire, Jason Murray, maintenant dans la quarantaine, toujours séduisant, avec l'assurance d'un homme habitué au succès. Jason accompagna la femme à sa voiture, lui fit la bise et la salua alors qu'elle s'éloignait. En se tournant pour rentrer, son regard glissa vers la rue et se posa sur la voiture de Frank. Ce dernier réalisa trop tard que ses vitres non teintées le rendaient parfaitement visible. La posture de Jason changea, devenant alerte et méfiante. Frank décida qu'il n'y avait plus de raison de se cacher. Il coupa le moteur, sortit de la voiture et s'approcha de la grille. « Bonjour » lança-t-il, tentant de paraître détendu. « Jason Murray,
N'est-ce pas? Jason ne répondit pas à l'amabilité. « Qui êtes-vous et pourquoi surveillez-vous ma maison ?» demanda-t-il, son ton immédiatement hostile. « Êtes-vous paparazzi? Journaliste? Désolé, je ne voulais pas vous déranger, » dit Frank, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je m'appelle Frank Sanders. Je suis le père d'Alicia Sanders. Elle était dans votre classe et a disparu il y a 22 ans. » L'expression de Jason changea instantanément, ses yeux se plissant. « Que voulez-vous » Frank fut déconcerté par la froideur de sa réponse. « J'ai entendu qu'il y avait une réunion d'anciens élèves ici le week-end dernier. Je cherche juste des informations sur ma fille. On m'a dit que vous étiez proche à un moment donné. » « Qui vous a dit ça? Amy ?» La voix de Jason était tranchante. « Elle n'est même pas venue à la réunion. » Frank tenta de garder un ton calme. « Je ne cherche pas les ennuis, juste des réponses. Ça fait 22 ans, et nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi me poser des questions à moi ?» rétorqua Jason, sur la défensive. « Je n'étais même pas son petit ami. Je la connaissais à peine, et elle ne m'attirait pas. J'ai dit tout ça à la police à l'époque, et je n'apprécie pas qu'on me questionne encore. » Frank fut troublé par l'intensité de la réaction de Jason. « Je n'ai jamais dit que vous étiez son petit ami. J'ai juste entendu que vous étiez proche à un moment. Si on a parlé à l'école, c'était probablement parce que j'avais emprunté de l'argent, ou besoin d'aide pour mes devoirs, » dit Jason avec dédain. « Je rendais toujours ce que j'empruntais. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. » Malgré ces paroles désinvoltes, Frank remarqua que le langage corporel de Jason devenait de plus en plus tendu. Il se balançait d'un pied sur l'autre, ses yeux scrutant les alentours comme pour vérifier si quelqu'un les observait. « Je ne comprends pas pourquoi vous débarquez soudainement chez moi avec ces questions, » poursuivit Jason. « J'ai une réputation à maintenir maintenant. Je ne veux pas que des journalistes ou le public nous voient ensemble et lancent des rumeurs. » Avant que Frank ne puisse répondre, Jason tourna les talons et rentra dans sa maison. « Vous devriez partir, » lança-t-il par-dessus son épaule. « Je n'ai rien d'autre à dire sur Alicia Sanders. » Frank resta là, abasourdi par la rencontre. La réaction de Jason semblait disproportionnée face à ces simples questions. Pourquoi un homme d'affaires prospère serait-il si défensif à propos d'une brève amitié de lycée datant de plus de 20 ans? Alors que Jason disparaissait à l'intérieur, Frank retourna lentement à sa voiture, les mains tremblantes en serrant le volant. Il se sentit idiot et honteux d'être venu, d'avoir insisté alors qu'Hélène lui avait demandé de lâcher prise. « À quoi pensais-je » marmonna-t-il. « J'ai promis à Hélène qu'on fermerait ce chapitre aujourd'hui, pas qu'on rouvrirait de vieilles blessures. » Il démarra la voiture, jetant un dernier regard à la maison de Jason avant de s'éloigner. Si Hélène savait qu'il était venu ici au lieu de l'aider à ranger, elle serait blessée et en colère. Frank s'était laissé entraîner dans le tourbillon de questions et de possibilités qui avait consumé les premières années après la disparition d'Alicia. En conduisant vers la ville, il tenta de se convaincre de lâcher prise. La réaction hostile de Jason n'était probablement rien d'autre qu'une irritation d'avoir son dimanche après-midi interrompu par un rappel d'un événement tragique de sa jeunesse. N'importe qui serait mal à l'aise face à des questions spontanées sur une affaire de disparition après tant d'années. Pourtant, quelque chose dans la défensive de Jason le taraudait. Cela semblait excessif, presque paniqué. Était-ce juste la surprise d'être confronté sans préavis, ou y avait-il autre chose? Frank secoua la tête, se forçant à se concentrer sur la route. Il avait promis à Hélène qu'ils avanceraient aujourd'hui. Il devait honorer cette promesse et cesser de courir après des fantômes. Mais alors qu'il roulait vers la ville, son esprit revenait sans cesse à l'étrange rencontre avec Jason Murray. L'hostilité de l'homme était inattendue et troublante. Frank savait qu'il devrait rentrer auprès d'Hélène, mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait trébuché sur quelque chose d'important. Presque sans décision consciente, il se retrouva en train de tourner vers le salon funéraire Mornington Memorial. S'ils devaient vraiment clore ce chapitre de leur vie, peut-être était-il temps d'envisager un service commémoratif formel pour Alicia, même sans corps à enterrer. Le salon funéraire était calme lorsqu'il entra. Une réceptionniste au visage doux l'accueillit après avoir entendu son intention, lui remit des brochures détaillant les services et les prix. Frank la remercia et, brochure en main, retourna à sa voiture. En ouvrant la portière, un mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention.
Jason Murray entrait dans une quincaillerie. Quelques instants plus tard, il réapparut à la caisse, tenant une pelle et une petite boîte en bois. Frank se figea, son regard fixé sur Jason alors qu'il chargeait les objets dans sa voiture. Frank se glissa dans sa voiture, ne voulant pas être vu. À travers son rétroviseur, il observa Jason entrer dans la boutique de fleurs à côté de la quincaillerie. Quelques minutes plus tard, Jason en ressortit, portant un bouquet d'hyacinthes blanches. Les hyacinthes blanches, les fleurs préférées d'Alicia. Un frisson parcourut Frank. Cela pouvait être une coïncidence, bien sûr. Beaucoup de gens aimaient les hyacinthes blancs, mais combiné au comportement de Jason et à l'appel, son cœur battait à tout rompre. Alors que Jason plaçait les fleurs dans sa voiture et s'éloignait, Frank, sans réfléchir aux conséquences, démarra et le suivit à distance prudente. Jason traversa la ville, puis emprunta la route côtière menant à la falaise de Whitlow, une zone connue pour ses vues spectaculaires sur l'océan et ses quelques propriétés de vacances éparpillées sur ses pentes boisées. Frank gardait une distance soigneuse, ne voulant pas être repéré. Finalement, Jason tourna dans une allée privée menant à un petit chalet, perché près de la falaise. Frank dépassa l'allée, puis gara sa voiture plus loin, où les arbres offraient une couverture. Il observa Jason déverrouiller la porte du chalet et entra. Quelques minutes plus tard, Jason ressortit, portant un bidon d'eau d'1 gallon. Il le plaça dans un petit chariot de jardin avec la pelle, la boîte en bois et le bouquet d'hyacinthes blanches. Jason commença à s'éloigner du chalet, suivant un sentier étroit vers le bord de la falaise. Frank sortit de sa voiture et descendit la pente à travers les broussailles, restant caché parmi les arbres. Une urgence croissante le poussait en avant. Il attendit que Jason soit suffisamment loin avant de le suivre prudemment. Le sentier serpentait à travers des pins rabougris et des arbustes fleuris, s'ouvrant finalement sur un promontoire isolé avec une vue imprenable sur le Pacifique. Le soleil de l'après-midi était bas, projetant de longues ombres sur le paysage accidenté. Depuis une formation rocheuse, Frank observa Jason choisir un endroit près du bord de la falaise. L'homme regarda autour de lui, comme pour s'assurer qu'il était seul, puis commença à creuser avec la pelle. Le sol rocailleux résistait, indiquant qu'il n'avait pas été remué depuis longtemps. Après avoir creusé un trou d'environ 60 cm, Jason posa la pelle et s'agenouilla. Il ouvrit la boîte en bois et fixa son contenu un long moment. De sa cachette, Frank ne pouvait voir ce qu'elle contenait, mais l'expression de Jason était pensive, presque révérencieuse. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme s'il lisait ou revivait des souvenirs. Il feuilleta des papiers dans ses mains, les lisant soigneusement. Enfin Jason referma la boîte, mais avant qu'il ne puisse sécuriser le couvercle, une rafale de vent balaya la falaise, dispersant les papiers dans toutes les directions. Jason jura, referma rapidement la boîte, et se précipita pour ramasser les feuilles éparpillées. Une fois les papiers récupérés, Jason plaça la boîte dans le trou, posa le bouquet d'hyacinthes blanches dessus, puis commença à remplir le trou de terre. Il travaillait méthodiquement, tassant la terre et versant de l'eau pour la compacter. Quand il eut fini, Jason se tint un long moment devant la tombe anonyme. Puis, d'une voix juste assez forte pour que Frank l'entende par-dessus le bruit des vagues, il murmura « Je pense que tu peux garder ces souvenirs maintenant, Alicia. » Le nom frappa Frank, comme un coup physique. Il recula, choqué, son pied glissant sur des cailloux. Il se rattrapa contre un tronc d'arbre, se figeant et serrant la bouche pour étouffer tout son. Son cœur battait si fort qu'il était certain que Jason l'entendrait. La tête de Jason se redressa, scrutant les broussailles. « Bonjour, lança-t-il, la voix tranchante de suspicion. « Y a-t-il quelqu'un » Frank resta immobile, retenant son souffle. Jason ramassa la pelle et avança de quelques pas vers les broussailles où Frank se cachait. Il s'arrêta écoutant attentivement, puis fit un pas de plus. Frank se pressa contre l'arbre, priant pour que les ombres le dissimulent. Après une éternité, Jason recula, juste le vent, marmonna-t-il, sans sembler totalement convaincu. Il jeta un dernier regard méfiant autour de lui, puis rassembla ses affaires. Au lieu de retourner par où il était venu, il fit le tour du promontoire, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Satisfait, il retourna vers le chalet, le bidon d'eau vide et le chariot en main.
laissant l'appel contre le mur avant de partir en voiture. Frank attendit, comptant lentement jusqu'à 100 pour s'assurer que Jason ne reviendrait pas. Quand tout resta calme, il émergea prudemment de sa cachette, les jambes faibles mais poussées par la détermination. Il devait savoir ce qu'il y avait dans cette boîte, pourquoi Jason avait prononcé le nom de sa fille au-dessus de ce qui ressemblait à une tombe. Il récupéra l'appel, là où Jason l'avait laissé et retourna sur le site. Il commença à creuser, ses mouvements frénétiques mais prudents. La terre encore humide était facile à déplacer. En quelques minutes, il dégagea le bouquet d'hyacinthes blanches, leur parfum emplissant l'air alors qu'il les mettait de côté. Alors que l'appel de Frank heurtait la boîte en bois, une voix derrière lui glaça son souffle. Je savais qu'il y avait quelqu'un. J'avais raison. Frank se retourna pour trouver Jason à quelques mètres, son expression mêlant rage et triomphe. Vous n'auriez pas dû revenir, dit Jason avançant lentement. J'ai vu votre voiture garée en haut, alors j'ai fait demi-tour par les bois. Que faites-vous? Frank serra l'appel, à la fois comme outil et arme potentielle. Je vous ai entendu prononcer le nom de ma fille, dit-il, la voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Qu'avez-vous enterré ici, Jason? Qu'est-ce qu'Alicia a à voir avec ça? Le visage de Jason se tordit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne devriez pas être ici. Frank se tourna vers le trou à demi excavé, déterminé à découvrir la boîte. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Arrêtez, cria Jason, sortant un pistolet. Lâchez l'appel. Frank leva immédiatement les mains. En un mouvement rapide, il sortit son téléphone de sa poche. J'appelle la police. Ils doivent voir ça. Allez-y, tirez si vous voulez, je serai avec ma fille. Mais je suis à un bouton d'alerter les autorités. Avec une vitesse inattendue, Jason frappa le téléphone de la main de Frank, l'envoyant glisser dangereusement près du bord de la falaise. Non, cria Frank. Il se précipita, donnant un coup de pied dans le pistolet de Jason, qui tomba par-dessus la falaise. Puis il plongea vers son téléphone, ses doigts l'attrapant juste à temps. Sans hésiter, il appuya sur le bouton SOS, sachant qu'il alerterait les services d'urgence et transmettrait sa position. Arrêtez Jason, supplia Frank, reculant face à l'homme de plus en plus instable. La police arrive. Dites-moi la vérité. Alicia est morte. Rien ne peut changer ça. Cacher la vérité ne sert à rien. Vous ne comprenez pas, hurla Jason, le visage rouge d'émotion. J'ai encore toute ma vie devant moi, mon entreprise, ma réputation. Je ne peux pas laisser ça tout détruire. Avez-vous tué ma fille? Demanda Frank directement, la voix brisée. Si vous l'aimiez, pourquoi lui faire du mal? Elle était mon unique enfant. L'expression de Jason se tordit. Je n'ai jamais su ce que je ressentais pour elle, admit-il, la voix tendue. Elle aurait dû mieux se protéger, rester loin de moi. Et si vous l'aviez aimée, vous l'auriez mieux protégée. Que voulez-vous dire? Demanda Frank, horrifié. Vous ne l'avez jamais connue comme moi, dit Jason, les mots jaillissant plus vite. Il serra l'appel, les jointures blanches. Vous n'avez pas vu comment elle me regardait. Elle revenait sans cesse. Alors pourquoi n'avoir rien dit quand elle a disparu? Demanda Frank. Pourquoi enterrer tout ça ici comme une tombe? Elle m'a trahi à la fin, cracha Jason, les yeux brillants d'une émotion que Frank ne pouvait nommer. Soudain, Jason se précipita à nouveau, frappant Frank avec l'appel, et le saisissant à la gorge. Frank, plus âgé et moins fort, ne pouvait se libérer. Il suffoquait alors que les doigts de Jason se resserraient, alors que des poings dansaient devant ses yeux. Le hurlement lointain des sirènes de police perça l'air. La prise de Jason se relâcha légèrement, alors qu'il regardait, paniqué vers le sol. Plusieurs voitures de police remontèrent l'allée privée, leurs sirènes déchirant le calme côtier. Frank halata alors que la prise sur sa gorge se relâchait. Lâchez-le, reculez, les mains visibles, ordonna un officier. Jason lâcha Frank et leva lentement les mains, laissant tomber l'appel. Deux officiers s'approchèrent, menottant Jason tout en récitant ses droits. Frank s'effondra au sol, toussant et massant sa gorge. « Ça va, monsieur? »« Oui, » répondit-il, la voix rauque. « Merci. » Alors que les officiers emmenaient Jason vers une voiture de police, Frank désigna la terre fraîchement remuée. « Il a enterré quelque chose là. Il a mentionné le nom de ma fille. Alicia Sanders.
Elle a disparu il y a 22 ans. L'expression de l'officière devint sérieuse. Sanders, je me souviens de cette affaire. Laissez-moi appeler l'inspectrice Ramirez. Monsieur Sanders, je suis l'inspectrice Ramirez. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Frank expliqua tout, la découverte de l'annuaire, la visite à Amy, l'étrange rencontre avec Jason chez lui, et comment il l'avait suivi jusqu'à la falaise. Je sais que je n'aurais pas dû le suivre, admit-il, mais quand je l'ai vu acheter une pelle et des hyacinthes blanches, les fleurs préférées d'Alicia, quelque chose clochait. Ramirez hocha la tête. Vous dites qu'il a enterré quelque chose ici. Frank désigna le monticule de terre. Il a enterré une boîte en bois et les fleurs. Avant ça, le vent a dispersé des papiers de la boîte et il les a ramassés. Il a dit quelque chose sur Alicia gardant ses souvenirs maintenant. L'inspectrice fit signe à une équipe médico-légale arrivée sur place. Voyons ce que nous avons. Alors que l'équipe excavait soigneusement le site, Frank observait, l'appréhension grandissant. Le premier objet découvert fut le bouquet d'hyacinthes blanches, encore frais. En dessous se trouvait la boîte en bois. Le technicien médico-légal l'ouvrit prudemment, révélant son contenu à Ramirez. À l'intérieur, une pile de papier, des notes manuscrites, des photos et ce qui semblait être des messages textes imprimés, légèrement jaunis par le temps. Il y avait aussi une petite poupée en laine faite main, comme celle que les enfants fabriquent en classe. Frank expliqua, Jason vient d'enterrer ça, mais il a dit qu'Alicia pouvait la voir maintenant, ce qui signifie qu'il gardait ces choses chez lui tout ce temps. Ramirez enfila des gants et d'examina le contenu. Les premiers éléments étaient des impressions de messages textes entre Jason et Alicia, datant du lycée. En les lisant, son expression devint de plus en plus troublée. Monsieur Sander, ces messages suggèrent que Jason et Alicia avaient une relation secrète au lycée, dit-elle doucement. Ça semble avoir été compliqué. Frank s'approcha pour voir. Les messages révélaient une relation dont ni lui ni Hélène n'avaient eu connaissance. Selon les textes, Jason et Alicia étaient sortis une fois avec un groupe d'amis, Jason demandant spécifiquement à Alicia de ne pas inviter Amy. Lors de cette sortie, Jason avait embrassé Alicia sans son consentement. Les messages montraient la colère initiale d'Alicia, suivie d'un changement progressif. Elle semblait attirée par Jason malgré ses réticences, convaincue qu'il avait juste besoin de quelqu'un pour l'aimer et croire en lui. Alicia répétait à Jason qu'elle croyait qu'il pouvait changer, mais ses réponses étaient manipulatrices, jouant de son affection sans jamais s'engager. Cela dura près d'un an, nota Ramirez, feuilletant d'autres messages, puis Alicia tenta de mettre fin à la relation. Les messages ultérieurs montraient sa frustration croissante face à cette relation toxique. Lorsqu'elle rompit enfin et commença à sortir ouvertement avec Brandon Knox, les messages de Jason devinrent de plus en plus désespérés, puis coléreux. Parmi les photos dans la boîte, plusieurs firent détourner le regard à Frank, horrifié. Des images explicites d'Alicia, prises alors qu'elle semblait retenue, montraient un intérieur rustique correspondant au chalet de Jason, ainsi que divers endroits dans les bois environnants. Ramirez couvrit rapidement ces photos, mais les retourna pour examiner leurs versos. Chacune portait une écriture, présumée de Jason. Sur l'une, la même phrase était répétée des dizaines de fois, « Tu dois encore m'aimer, tu dois encore m'aimer ». Une autre portait l'inscription, « Super moment aux falaises, avec toi ton Jay ». La plus troublante était une photo où le visage d'Alicia montrait une peur évidente. Au dos, Jason avait écrit une note décousue sur son incapacité à tenir le coup, sur le fait que les gens cherchaient Alicia, et qu'elle, désignée par une insulte, refusait de discuter avec lui. La note se terminait par une excuse, il avait dû la tuer, sinon il l'aurait trouvée, et l'aurait capturée, ajoutant qu'elle serait toujours dans son cœur, même sans que personne ne sache leur relation. Nous devrons interroger Jason sur les détails de comment il a tué Alicia, dit Ramirez à voix basse à un autre officier. Il ne le dit pas explicitement dans ses notes. Alors qu'ils examinaient les preuves, une autre équipe, ayant fouillé les environs, s'approcha avec urgence. « Inspectrice, nous avons trouvé quelque chose, » dit l'une d'eux, la voix grave. À environ 5 mètres d'ici, la composition du sol est différente. Nous avons fait une extraction préliminaire,
et trouver des fragments d'os. Les jambes de Frank cédèrent, et il s'effondra au sol. Après 22 ans d'incertitude et de faux espoirs, l'horrible vérité émergeait enfin. L'équipe médico-légale élargit la fouille, creusant soigneusement dans la zone indiquée. Au fil de l'après-midi, ils découvrirent de plus en plus de restes d'Alicia. Ramirez s'approcha de Frank, qui regardait l'excavation en silence. « Monsieur Sander, voulez-vous que nous appuyions votre femme? Elle devrait être informée. » Frank hocha la tête, engourdi. « Oui, et contactez Amy Davidson aussi. C'était la meilleure amie d'Alicia. Elle mérite de savoir. » En attendant l'arrivée d'Hélène et d'Amy, l'inspectrice suggéra que Frank pourrait attendre au poste, mais il refusa. « Non, je dois rester ici, » dit-il fermement. « Elles doivent tout voir avant que quoi que ce soit ne soit déplacé. Nous avons attendu 22 ans pour des réponses. Je dois aller jusqu'au bout. » Quand Hélène arriva 1 heure plus tard, son visage était pâle de choc. Elle courut vers Frank, et ils s'enlacèrent alors que Ramirez expliquait doucement ce qu'ils avaient trouvé. Amy arriva peu après, les yeux rougis par les larmes versées pendant le trajet. Les trois se tinrent ensemble au bord de la scène de crime, unis dans leur chagrin alors que l'ampleur de ce qui était arrivé à Alicia se révélait. Hélène se tourna vers l'inspectrice, la voix tremblante mais déterminée. « Nous voulons déplacer ces restes d'ici. Elles méritent une sépulture décente, dans un endroit paisible, pas cet horrible lieu où il la laisse. Nous organiserons cela dès que l'équipe médico-légale aura terminé, » assura Ramirez. « Cela ne devrait pas prendre plus d'1 jour ou 2. » Amy s'approcha des fragments d'os, les larmes coulant sur ses joues. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Alicia? Nous étions les meilleurs amis. J'aurais pu t'aider. » On parlait des filles, qui tombaient pour des gars comme Jason, et on en riait ensemble. Je ne comprends pas. Alors que le soleil se couchait sur le Pacifique, projetant de longues ombres sur la falaise, Frank, Hélène et Amy veillèrent sur les restes d'Alicia, enfin retrouvés après 22 ans de recherche, d'attente et d'interrogation. « Elle rentre à la maison, » murmura Frank, serrant fort la main d'Hélène. « Elle rentre enfin à la maison. » 1 semaine plus tard, une petite flottille de bateaux se rassembla au large de Mornington, juste en dessous de la falaise de Whittle. La journée était inhabituellement claire pour la côte de l'Oregon, le soleil illuminant les vagues douces du Pacifique. Dans le bateau de tête se trouvaient Frank et Hélène Sander, avec Amy Davidson, l'inspecteur Ron Keller, sorti de sa retraite pour offrir son soutien, et l'inspectrice Ramirez, qui avait supervisé la résolution finale de l'affaire d'Alicia. Dans les bateaux suivants, il y avait d'anciens camarades de classe d'Alicia, des professeurs et le directeur du lycée de Mornington. La nouvelle de l'arrestation de Jason Murray et de la découverte des restes d'Alicia s'était rapidement répandue dans la petite ville côtière, secouant une communauté qui ne s'était jamais totalement remise de sa disparition 22 ans plus tôt. Frank se tenait à la proue du bateau, une petite urne dans les mains. Après mûre réflexion, lui et Hélène avaient décidé de ne pas opter pour une inhumation traditionnelle dans un cimetière. Ils choisirent de disperser les cendres d'Alicia dans l'océan, libérant son esprit de l'endroit où elle avait été retenue si longtemps. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour dire enfin adieu à Alicia Sander, commença le pasteur. Pendant 22 ans, sa famille et ses amis ont porté le poids de son absence, la douleur de ne pas savoir. Aujourd'hui, nous déposons ce fardeau et confions les restes d'Alicia à la mer, où elle ne sera plus jamais enchaînée ou retenue. Hélène s'avança pour se tenir aux côtés de Frank, sa main sur son bras. « Alicia aimait l'océan, » dit-elle, sa voix résonnant sur l'eau jusqu'aux autres bateaux. Elle étudiait pour devenir biologiste marine. Elle aurait aimé savoir qu'elle deviendra une partie de la mer qu'elle adorait tant. Frank ouvrit l'urne, et ensemble, avec Hélène, ils dispersèrent les cendres d'Alicia dans l'eau. Des hyacinthes blanches suivirent lancées depuis chaque bateau, créant un jardin flottant à la surface de l'océan. Amy s'avança, les larmes coulant sur son visage, et posa l'édition usée du jardin secret sur les vagues. « Adieu, mon ami, » murmura-t-elle. « Je suis désolé de ne jamais t'avoir rendu ton livre. » Après la cérémonie,
Alors que les bateaux regagnaient la côte, l'inspectrice Ramirez s'approcha des Sanders avec une mise à jour sur l'affaire. Jason a avoué, leur dit-elle à voix basse. Il nous a donné toute l'histoire de ce qui s'est passé. Selon la confession de Jason, il avait retenu Alicia captive dans le chalet pendant plusieurs jours après l'avoir enlevée. Il était obsédé par elle depuis leur brève relation et ne pouvait accepter qu'elle soit passée à autre chose avec Brandon. Il avait promis de rendre leur relation officielle si elle rompait avec Brandon et disait à tout le monde qu'elle partait seule en voyage pour célébrer son diplôme, expliqua Ramirez. Mais Alicia refuse. Elle lui dit qu'après des années à essayer de l'aimer et de croire qu'il pouvait changer, elle avait enfin réalisé qu'il était brisé au-delà de toute réparation. L'inspectrice poursuivit, la voix douce mais factuelle. Jason a dit que ces mots l'avaient profondément blessé. Ils se sont disputés physiquement lorsqu'Alicia a tenté de s'échapper. Ils se sont battus au bord de la falaise, et selon Jason, Alicia a presque réussi à le pousser. Dans sa rage, il l'a maîtrisée et l'a frappée plusieurs fois avec des pierres. Quand il a réalisé qu'elle était morte, il a paniqué et a enterré son corps au lieu d'appeler à l'aide. Amy essuya de nouvelles larmes. Je me souviens quand Alicia a commencé à me poser des questions sur Jason, se demandant s'il pouvait changer. Je n'ai jamais compris pourquoi elle s'intéressait tant à lui alors que je savais qu'elle ne l'aimait pas. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient secrètement impliqués. Elle se tourna vers Frank et Elaine. Je suis tellement désolé. Si j'avais su, peut-être aurais-je pu la prévenir, la protéger d'une manière ou d'une autre. Rien de tout cela n'est de ta faute, Amy, dit Elaine fermement. Jason était manipulateur et dangereux. Alicia croyait pouvoir l'aider, et il a profité de sa compassion. Ron Keller, l'inspecteur à la retraite qui avait passé des années à chercher Alicia, secoua la tête avec tristesse. Puisqu'Alicia ne sortait pas publiquement avec lui, et que Jason n'avait aucun antécédent, nous avons concentré notre enquête ailleurs. Brandon Knox était notre principal suspect au début, étant son petit ami connu à l'époque. Jason a dû continuer sa vie, et personne n'a plus regardé dans sa direction. Alors que les bateaux accostaient, Frank regarda l'océan, où les hyacinthes blanches flottaient encore sur les vagues. 22 ans d'incertitude s'étaient enfin terminés. La douleur n'était pas partie, elle ne le serait jamais vraiment, mais il y avait un sentiment d'achèvement, de closure. Ce soir-là, Frank et Elaine s'assirent sur leur porche arrière, regardant le coucher du soleil. Elaine avait placé une photo encadrée d'Alicia sur la petite table entre eux. Pas le portrait officiel de l'annuaire, mais un cliché spontané d'elle riant sur la plage, les cheveux ébouriffés par le vent, le visage vibrant de joie. « Je pense qu'on peut enfin avancer maintenant », dit Elaine doucement, prenant la main de Frank. Pas en l'oubliant, mais en nous souvenant d'elle, telle qu'elle était vraiment, vibrante, aimante, pleine de compassion. Frank serra sa main. Elle te ressemblait tellement, tu sais, ce désir de voir le bon en chacun, de les aider à être meilleurs. Et elle avait ton entêtement, répondit Elaine avec un sourire triste. Une fois qu'elle décidait que quelqu'un valait la peine d'être sauvé, rien ne pouvait la faire changer d'avis. Ils restèrent assis en silence, leur chagrin partagé, n'étant plus un mur entre eux, mais un lien qui avait résisté au pire que la vie pouvait leur infliger. Je pense sans cesse à quel point elle était jeune, dit enfin Frank. Si innocente, malgré tout, elle croyait au pouvoir de l'amour pour transformer les gens. Ce n'est pas une mauvaise chose d'y croire, répondit Elaine. Le monde a besoin de plus de gens prêts à voir le potentiel de bien en chacun. L'erreur d'Alicia n'était pas de croire que les gens pouvaient changer, mais de penser qu'elle seule pouvait y parvenir. Frank hocha la tête, comprenant la vérité dans ses mots. J'aurais juste aimé qu'elle nous parle de Jason. Peut-être qu'on aurait pu l'aider à voir le danger. On ne saura jamais, dit Elaine doucement. Mais je pense que, où qu'elle soit maintenant, elle sait à quel point on l'aimait, et qu'on n'a jamais cessé de la chercher. Alors que l'obscurité tombait sur Mornington, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel clair. Frank pensa au voyage, qui avait commencé une semaine plus tôt, lorsqu'il avait trouvé cet annuaire. Comment une simple note sur un livre emprunté
avait conduit aux réponses qu'il cherchait depuis 22 ans. Le mystère de la disparition d'Alicia était résolu, mais le mystère plus profond de comment vivre avec la perte demeurait. Pourtant, pour la première fois en décennies, Frank ressentait une paix. Alicia avait été retrouvée. Elle n'était plus perdue dans l'inconnu, mais faisait partie de la mer qu'elle aimait, libre et sans entrave. Frank et Elaine continueraient à vivre, à se souvenir, et peut-être, enfin, à guérir.